Alors, nous débutons du Québec, Monsieur Conrad Ouellon, à qui je demande de se lever. C'est vraiment une première, hein, vraiment. Conrad Ouellon a consacré l'essentiel de sa carrière à la langue française, principalement à l'Université Laval, où il a assumé différentes responsabilités d'enseignement, de recherche, d'animation scientifique et d'administration. Linguiste de formation, M. Ouellon a fortement contribué au développement des études sur la phonétique et sur l'aménagement linguistique. Son action décisive pour la création d'un programme de maîtrise en orthophonie et ses travaux au sein de différents comités, tels le comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement, qu'il a présidé de 1997 à 2002, témoignent de l'importance qu'il a toujours accordée à la formation des maîtres pour la qualité du français parlé et écrit. En plus de ses nombreuses réalisations universitaires, les initiatives qu'il a prises pour favoriser l'usage du français dans certains milieux, dont celui de l'informatique, ainsi que les missions d'enseignement qu'il a menées dans la francophonie canadienne et internationale, illustrent d'autres facettes de son travail de terrain et de son engagement dans la transmission des connaissances. À sa retraite, il a accepté la présidence du Conseil supérieur de la langue française, poste qu'il a occupé de 2005 à 2011, on connaît maintenant la suite, et qu'il vient donc tout juste de retrouver en juillet dernier. Durant ses 2 mandats à titre de président, il s'est penché notamment sur la norme du français, la langue d'enseignement au cégep, l'intégration sociale et culturelle des personnes immigrantes et la langue française comme vecteur de cohésion sociale. Sa détermination tranquille et son approche pragmatique lui ont permis de proposer des réponses nuancées à plusieurs questions concernant l'avenir du français au Québec. Mentionnons enfin qu'en 2009, la République française le nommait officier de l'Ordre des arts et des lettres. Monsieur Ouellon, je vous invite à vous approcher à titre de récipiendaire cette fois-ci, mais comme il serait plutôt étonnant et saugrenu de vous inviter à vous décorer vous-même, j'invite Mme Hélène David, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, à venir vous remettre vos insignes, entourés bien sûr des collègues habituels. Le micro vous attend à nouveau, M. Ouellon. Chers amis, chers invités, avec le recul, je pense que je peux donner un sens à une carrière menée sans plan de carrière et marquée par plusieurs décisions liées à la langue française et à sa maîtrise. Ma langue familiale, c'est le français populaire du Québec des années 40 et 50, avec ses prononciations archaïques et ses anglicismes sentis comme en faisant partie. C'était la langue commune du monde que je connaissais et je n'imaginais pas qu'il puisse en être autrement. Elle suffisait à mes besoins de communication de l'époque. Au moment où je suis arrivé à l'Université Laval en 1963, et surtout à mon retour à l'université en 1968, une série d'événements et d'observations avait alimenté mon malaise linguistique. Certains concours et campagnes du bon parler français des années 50, au cours desquels je perdais systématiquement tous mes jetons bleus aux mains de ceux qui parlaient bien. Les plus anciens se rappellent de ces campagnes-là. Les cours obligatoires de prononciation française en laboratoire de langue à l'intention des jeunes Québécois au séminaire où j'enseignais dans les années 60, comme si le français était une langue étrangère ou seconde. Les commentaires justifiés de tant d'institutrices à propos de mon français populaire. Les commentaires constamment négatifs de l'élite de l'époque sur le parler français du Québec. L'irréalisme des modèles linguistiques qu'on nous proposait et je me sentais incapable d'imiter le parler radio-canadien de l'époque. Et j'en passe. Au bout du compte, j'avais compris. Je savais écrire le français, mais selon les jugements linguistiques de l'époque, je ne savais pas parler français, je parlais québécois. Je me suis donc tu, et j'ai tout fait pour ne pas prendre la parole publiquement pendant des années. Je me suis repris depuis.
Je refusais toujours le modèle linguistique proposé, le voyant d'abord comme une condamnation de ma langue familiale, puis comme l'imposition de la façon de parler d'un autre pays qui n'était pas le mien. Bien parler, c'était d'une certaine façon renier mes proches. Bref, j'ai vécu, comme bien d'autres à l'époque, l'insécurité linguistique. Mais j'étais en même temps très conscient des limites de ma position linguistique. C'est ainsi, par exemple, que j'étais frappé de la difficulté que nous avions, dans des moments de tension, à entretenir une discussion avec des confrères qui maîtrisaient le français parlé et à faire valoir nos points de vue. Frustré également de la peur ressentie de s'adresser publiquement à des collègues, de prononcer une conférence, etc. Je suis allé prononcer mes premières conférences en Inde et à Paris. Il me restait donc à concilier ce que je considérais comme mon droit de conserver la langue des liens familiaux, d'une part, et l'obligation de communiquer efficacement en français en toutes circonstances et ailleurs dans le monde francophone, d'autre part. C'est la notion de niveau de langue qui permettait cette conciliation. Il n'existe pas de mauvais niveau de langue, mais un même niveau de langue ne peut être approprié à toutes les situations. Ce qui revient à dire qu'il faut maîtriser sa langue si l'on souhaite communiquer avec n'importe qui, si l'on veut se faire entendre, si on veut influencer les autres, exposer ses idées et convaincre, voyager partout dans le monde francophone et s'y faire comprendre. Ce qui n'empêche cependant pas l'usage d'autres niveaux de langue, peut-être plus aptes selon les circonstances à assurer une communication saine avec ses proches. C'est aussi une question de fierté. Un gouvernement peut protéger la langue française et en promouvoir l'usage, mais sa maîtrise est une obligation personnelle. Si je suis ici ce soir, c'est que la vie a mis sur ma route des personnes qui ont cru avant moi en mes capacités. Dans l'ordre chronologique, une femme qui m'a poussé à reprendre des études universitaires, un collègue et ami qui m'a suggéré de poser ma candidature à un poste de professeur à l'Université Laval, puis qui m'a incité à créer un séminaire d'aménagement linguistique, un sous-ministre associé devenu ami par la suite qui m'a demandé, à ma grande surprise, si le poste de président du Conseil supérieur de la langue française m'intéressait. Un profond merci à Nicole, à René Lesage, à Guy Dumas. Toute ma reconnaissance aussi à un prof de phonétique qui m'a convaincu d'entreprendre des études de maîtrise un soir de fête. Je veux parler de M. Jean-Denis Gendron, président de la commission du même nom, dont le rapport fut à la source de la Charte de la langue française et qui est devenu le premier président du Conseil de la langue française. Il s'excuse de ne pouvoir être ici ce soir. Il a eu une longue période, une période difficile au printemps. Il est quand même âgé de plus de 90 ans. Et voilà pour le plan de carrière. Enfin, merci à l'Université Laval qui m'a fait l'honneur de poser ma candidature à l'Ordre des francophones d'Amérique. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.